bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité au 11 janvier 2026. Commençons par les HMS Plug, le Sécure 25-26 février prochain. L'événement adossé, la crise des résidents de Blackout est confirmé. Les Call of Favorite encore ouverts. Nous avons encore gardé quelques petites places pour les retardataires, mais ceux-ci vont fermer le 31 janvier si vous avez toujours une idée, il y a toujours un petit peu d'espace. Forum Incyber 31 mars au 2 avril, le BotConf le 14 au 17 avril, 28 et 29 avril, conférence de CyberEcho sur laquelle je vais aller enregistrer les podcasts encore cette année. Ça a été confirmé la semaine dernière. Le NordSec le 9 au 17 mai, le Styx 3 au 5 juin et le 19 septembre, B-Side à Montréal. Commençons par le premier bloc de nouvelles sur l'intelligence artificielle. J'ai un bloc particulier sur Grok, dénudement de photos et ainsi de suite. Cette semaine, ce qui a occupé énormément l'attention, je n'avais un peu parlé la semaine dernière au niveau du fait que l'Europe devrait peut-être se positionner très fortement sur ce qui se passe avec Grok, essentiellement de fait de rendre des enfants et des femmes adultes nus. C'est assez troublant comme situation pour un contexte américain où on a eu le Pizzagate, où il y a quelqu'un qui est allé vouloir penser qu'il y avait réellement des enfants qui étaient dans un contexte de prostitution juvénile dans des sous-sols de pizzeria. Je trouve ça un peu étrange comme concept. C'est vraiment paranormal en termes de concept. Il demeure que l'Angleterre a agi sérieusement, la Thaïlande agit sérieusement. Il y a plusieurs pays qui sont en train de bannir ou ont l'intention de bannir Grok justement dans cette perspective-là. C'est une bonne chose, il faut que ça bouge, il faut arrêter ce genre de folie-là. D'un autre côté, on s'énerve en Europe avec Chat Control quand ça c'est en plein dans notre visage et on a un effet réel et dans lequel il n'y a pas besoin d'avoir des lois spéciales d'invasion de vie privée. C'est là. Ça serait très important que ça ajuste. J'ai pas entendu des choses qui sont passées au Canada de ce côté-ci, mais bon, bref, ça demeure odieux comme situation. Il y a aussi de la pression qui est mise sur Google et Apple pour que les applications soient bannies de leur App Store respectifs. Donc, tous ces éléments-là sont très particuliers. Il y a plusieurs nouvelles, j'en ai mis quelques-unes dans les show notes, mais il y en a également beaucoup d'autres qui existent. Ça parle beaucoup, même Elon Musk qui crie à la censure, mais je trouve un peu de misère à crier à la censure quand j'ai des enfants qui sont dénudés par l'intelligence artificielle. Fait que je veux dire, j'ai un malaise avec cet usage de crier à la censure dans ce contexte-là, puisque, à moins que d'avis contraire, on est tous d'accord que c'est très mal, cette chose-là. Donc, je crois qu'on devrait intervenir de façon plus sérieuse puis arrêter cette folie-là de tech bro. En tout cas, bref, celle-là, ça me choque énormément c'est ce qui se passe avec ça et le peu d'actions concrètes qui sont faites justement pour limiter et justement se débarrasser de pornographie juvénile qui normalement devrait être l'élément important dans le contexte dans lequel on est. Nouvelle suivante, moins triste celle-là, au niveau des MCP, j'en ai deux. C'est deux nouvelles qui regroupent le fait que c'est un problème, l'usage de MCP, le problème de sécurité. Il y en a un qui dit que c'est peut-être une mode qui va passer. Je ne suis pas convaincu par rapport à ça, mais il demeure que c'est une technologie qui est peu mature, mais en même temps, ça fait un an et demi que c'est là, mais un an. C'est normal que ce soit si peu mature, fait que j'ai l'impression qu'on est comme un peu trop omnibulé par le fait que le AI, c'est de la magie. Et ces technologies-là, il faut leur laisser le temps de maturer. On verra avec le temps qu'est-ce que ça fait et ce que ça permet. Nouvelle suivante, toutes les applications de AI coding, de vibe coding qui sont basées sur VS Code vont suggérer des plugins qui n'existent pas, donc qui hallucinent. Donc, c'est un problème assez important puisque les malveillants, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient les hallucinations et créent des plugins malicieux selon ces noms-là, ces recommandations-là qui sont données par ces outils de vibe coding-là. Fait que c'est un peu particulier comme contexte. On est encore dans un univers où je pense qu'on donne beaucoup trop de crédit à ces technologies-là. Je pense qu'on devrait revenir beaucoup plus dans la modération. C'est utile, mais ça a des limites et il va falloir qu'on arrête de faire ça. Et ça l'amène à la nouvelle suivante au Microsoft Copilot, ou en tout cas, bref, Microsoft répond à un certain nombre de déclarations de vulnérabilité comme étant des choses qui ne
sont pas des problèmes de sécurité, si on veut, ou des vulnérabilités au sens où on le voit. Et c'est là où peut-être il faut mettre une définition claire et en même temps, ça va commencer le début de l'admission que le AI a des limites très importantes et que celles-ci, on ne pouvons pas, ou en tout cas très difficilement les bloquer et que c'est un usage d'un outil sophistiqué qui est peut-être un peu trop puissant pour ce qu'on est capable de faire, mais il y a des vulnérabilités qui ne sont pas, que certains niveaux d'injection qui ne seront jamais bloqués parce que c'est comme ça. Mais bref, il y a une question sociale aussi à se poser là-dessus, puis une question d'éducation, d'amener les gens à comprendre les forces et faiblesses de ces outils-là et justement bloquer des choses comme ce qu'on avait vu avec Gemini et Copilot, le fait d'être capable d'aller lire les courriels et prendre des commandes qui sont dans les courriels, donc des scénarios d'utilisation qui devraient être justement bloqués. Justement, on englobe. Je parlais aussi récemment du fait qu'on devrait donner une identité ou une sous-identité à ces agents-là, justement pour leur permettre une capacité ou réduire leur capacité à agir dans une sphère dans laquelle on est. Fait que ça, il manque encore un peu de maturité de ce côté-là. Et ça m'étonne un peu parce que si on prend du côté de Microsoft et de Google qui ont une large expérience dans la gestion des privilèges d'accès, de ne pas n'avoir pensé ça en amont, ça me fascine un peu. Je trouve ça un peu étonnant comme situation. Mais bon, bref, tout le monde est excité par ces technologies, puis je pense qu'on sort ça plus vite que qu'est-ce qu'on devrait. On devrait les sortir. Nouvelle suivante, le fait que une vulnérabilité dans OpenAI, on est encore la même chose. Le fait qu'elle sera probablement jamais résolue parce qu'on est capable de contourner les blocages, les guardrails qui sont mis en place. Et ça revient toujours une course comme ça, les chauves-souris qui sans fin, parce que les utilisateurs vont toujours vouloir contourner les limitations qui sont posées ou les guardrails qui sont mis sur les outils d'intelligence artificielle. Et ceux-ci ont le malheureux défaut de vouloir plaire. Donc, les deux choses réunies vont toujours nous amener à une situation qui va être problématique, qui va être encore, du moins dans un avenir prévisible, peut-être que dans un an, ça va être réglé. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de correction à ce niveau-là qui peut être anticipée, du moins pour le moment. Beaucoup de développeurs utilisent le AI, mais en même temps ne prennent pas le temps de vérifier le code qui en sort. Donc, c'est un problème et ça devient une situation d'autant plus problématique. Et justement, il y a un texte de Cory Doctorow qui mentionne que le code, c'est plus une liabilité qu'un actif d'entreprise. Donc, à ce moment-là, puis je trouve ça intéressant ce regard-là qui s'est changé parce que plus on crée du code, plus on crée de la dépendance et des choses qu'on doit entretenir. Donc, avec le temps, si le coût d'entretien de tout ce code qui est généré et non ce qui est ingénéré dans ce cas-ci, tout le code qui est écrit en grand lot devient un poids pour l'entreprise et souvent va dépasser le rendement sur l'actif dans lequel on va avoir. Donc, on doit entretenir ces grands code bases-là et les compagnies qui ont des vieux serveurs centraux avec du COBOL dedans comprennent que ça s'entretient même après 30 ans de code qui ne fait que s'entretenir. On l'entretient encore de nos jours et c'est pas une chose qui se termine à un moment X et qu'on arrête d'investir dedans. Donc, on commence à rentabiliser l'investissement qu'on a mis dedans, mais ça se continue dans le temps. Donc, le AI, avec le volume de code qui est généré, va nous créer un passif très, très grand sur le fait qu'on va devoir entretenir ce code-là, qu'on va devoir faire des choses, on va devoir littéralement le jeter parce qu'il va être inopérant ou inutilisable ou incorrigible à ce moment-là où ça va coûter trop cher le corriger pour arriver là. Mais c'est intéressant, là, c'est quand même un grand texte, mais qui donne une perspective différente et qui vient un peu calmer les ardeurs de faire tout du code comme on est en train de faire là avec le AI, donc de le regarder comme ça. Nouvelle suivante. Le fait, c'est Eurostar qui a le module de chatbot de Eurostar a plusieurs vulnérabilités. Ce n'est pas sans rappeler le fait que Air Canada, ici, a vécu cette situation-là ou un problème avec un agent. Et c'est très complexe, puis c'est des codes très difficiles à contrôler. Dans ce cas-ci, il y a apparence de mauvais contrôle de guardrails. Dans le cas d'Air Canada, c'était des mauvaises informations qui avaient été fournies et Air Canada avait dû donner le rabais que le chatbot avait donné à l'époque. Donc, c'est un peu dans cette notion-là. Fait que je pense que se précipiter sans tester est un risque énorme pour l'entreprise. Puis le fait qu'on s'expose de cette façon-là va amener des poursuites, va amener des pénalités ou des amendes réglementaires. Donc, ça va peut-être calmer un peu les entreprises de l'adoption un peu sauvage de ces technologies-là vers quelque chose de plus mature. Puis encore là, je reviens, c'est pas contre le AI, mais c'est le fait que c'est l'adoption trop rapide et sans mesurer les conséquences dans une époque où on devrait et on a la maturité pour mieux comprendre ce qui s'en vient, mais clairement, on est aveuglé par les supposés bienfaits du AI.
Dernière nouvelle, c'est la faille d'une sévérité maximale de Nightmare dans N8N, qui est l'outil d'automatisation à base de AI. Je l'ai mis là encore, ça ne fait pas la première fois qu'il y en a. C'est encore une fois un outil qui est sorti trop vite parce qu'on veut absolument utiliser du AI pour whatever raison. Donc, de garder un peu de modération, exposer, mesurer le risque, mesurer les conséquences, justement, pour s'éviter une situation qui pourrait être dommageable pour vos entreprises, votre information personnelle, réglementaire ou peu importe les situations qui peuvent se passer de ce côté-là, justement, de limiter la problématique. Section suivante, Red. J'ai un petit affaire sur des liens de confiance, essentiellement. Deux petites nouvelles qui, d'un côté, les deux nouvelles démontrent que cette notion de lien de confiance qu'on nous dit de ne pas faire depuis très, très longtemps, que Mitnick avait largement utilisé à une époque lointaine, est encore présente. Dans un cas, c'est Google qui ne fait où ses courriels passent à travers les filtres parce que sont dans les réseaux internes, donc n'ont pas de capacité de filtrer. On l'avait vu aussi avec Exchange Online aussi, que ces situations-là, où fait que deux Exchange Online, deux instances d'Exchange Online se parlaient, donc avaient une confiance implicite. Et c'est une chose qui est mal, qu'on ne devrait pas faire. Fait qu'un peu dans ce contexte-là, puis l'autre nouvelle, celle de Google qui parle, celle d'usage par les malveillants de routes et de façons de faire qui justement rajoutent de la confiance et viennent justement tromper la vigilance des systèmes de surveillance qui, normalement, ces courriels vers l'extérieur seraient filtrés adéquatement, donc de faire très attention de ce côté-là et s'assurer que vos systèmes filtrent même à l'intérieur de votre organisation ou d'une organisation au sens cloud en l'occurrence. Suivante sur un rootkit sur Linux. C'est un code source qui explique comment le rootkit est fait. C'est intéressant à voir. Moi, ça me rappelle une époque ancienne où c'était plus courant, on parlait de rootkit, qu'on ne parlait pas des choses comme des virus maintenant. Mais bref, c'est très intéressant de voir ce genre-là, jouer prudemment avec cet outil-là puisqu'il est dangereux. Et en somme toute, il faut quand même des droits root pour être capable de le déployer. Donc, ce n'est pas un outil qui nous permet facilement d'exploiter des systèmes, mais c'est de faire le côté quand on le déploie. Et c'est des techniques qui sont vieilles comme le monde. Donc, c'est un plus pour moi historique d'en parler que le fait que c'est quelque chose d'intéressant, mais ça donne quand même des perspectives et nous permet de comprendre et de mieux protéger les systèmes justement contre ce type de choses-là. ClickFix qui émule une image de Blue Sky of Death, la fameuse image bleue, est intéressante parce que c'est juste de réutiliser l'habitude des gens de voir ces choses-là et de les tromper. Les ClickFix sont essentiellement toutes des manœuvres comme ça qui permettent justement à l'attaquant de piéger l'utilisateur et le faire avancer. On va en continuer à en voir cette année, même s'il y a une montée de 0D qui, en apparence, est là, mais quand même, ça demeure assez simple de tromper l'utilisateur. Et tant qu'on n'aura pas de moyens simples pour aider l'utilisateur à se démêler dans ces circonstances, cette stratégie-là va continuer à être utilisée. Carbon a un très beau texte sur le fait que Telegram héberge énormément d'informations du marché noir et le volume d'argent qui circule sur celui-ci est assez fantastique. Donc, quand on parlait de Dark Web, de Tor et des choses obscures, finalement, ça se fait au grand jour sur Telegram avec des volumes d'argent qui sont quand même assez impressionnants pour le crime organisé. Tout ça laisse un peu perplexe, comme Corbett d'ailleurs aussi, c'est un peu surtout tout ce qui se passe là-dessus. Et la relative inaction, on a quand même eu le propriétaire de Telegram qui aurait été en France, mais il n'y a pas plus d'actions qui sont faites de ce côté-là pour le moment pour stopper cet élément endémique. Puis les statistiques données dans l'article de Corbett sont très, très épeurantes en termes de volume d'argent qui est volé annuellement et qui transite à travers ces plateformes-là qui pourtant sont au grand jour. C'est un peu, bref, c'est un peu troublant. Autre article chez Carbon qui a des scooters d'une compagnie qui a fait faillite maintenant, que la clé qui permet de l'association entre le scooter et le téléphone est une clé hard-codée, fixe, puis sans ordre. Donc, c'est encore là un cas d'un exemple d'une compagnie qui a pris le SDK, n'a pas rien modifié, donc avec aucune compréhension cyber. Donc, ça serait bien que les développeurs sortent de l'école avec une compréhension cyber minimale pour que ce genre de bug-là qui est très farfelu à certains égards, qui ne devrait même pas exister de nos jours, existe encore. Donc, d'amener cette éducation-là pour nous aider tranquillement à continuer à régler ces problèmes-là qui, à mon avis, auraient dû être réglés depuis très, très longtemps. Mais bon, bref, on a une recrudescence de vibe coding. Donc, tous les bugs qu'on avait, je pense, réglés ou on avait pensé qu'on c'était en arrière de nous, mais ils reviennent tous maintenant parce que cette façon-là et cette méconnaissance-là de comment faire du code propre
dans l'environnement. Ce type de situation-là. Nouvelle suivante, l'absence de MFA est un problème avec les comptes volés dans le cloud. C'est encore, même en 2026, un problème. Je le vois régulièrement encore. Tout ce qu'on voit à travers les différentes fuites de données et tous les gens qui se font voler sur leur compte, c'est généralement par l'absence de MFA. Ça serait le temps que tout le monde, que vous communiquez avec votre entourage, ceux-ci n'ont pas de MFA. C'est le minimum viable de nos jours d'avoir ça. Sinon, d'aller sur le passkey si on va aller un peu plus loin. Mais au moins, le MFA est déjà une étape plus loin qui nous protège sur la majorité des attaques. Et pour subir des attaques assez régulièrement sur mes comptes, je peux confirmer que c'est très, très utile et ça m'a sauvé beaucoup de troubles dans les dernières années. Puis je peux pas, même si mon mot de passe est différent sur chacun des sites, c'est difficile de se protéger contre une fuite de données de ces différents sites-là. Donc, bref, c'est la façon de se protéger pour protéger nos données adéquatement. L'autre côté, c'est justement le volet sur le fait que les phishers, l'hameçonnage continue à être très, très présent. Je les vois beaucoup dans ce que je suis, ce qui m'est permis de voir autour de moi. Les mesures minimales devraient être augmentées. Il y a beaucoup d'éléments qui sont déficients. Il y a un dude au Québec, là, que je mettrai le lien dans les show notes, qui partage un outil Domain Guard qui permet justement de faire une analyse de votre domaine et s'assurer que celui-ci est bien configuré. C'est la première étape, justement, de s'assurer que tous les volets des KIM, SPF, tout ça, des marques, ça, sont tous bien propres. C'est la première étape. Et ensuite, dans votre configuration de votre provider de courriel, que ce soit M365, Google Workspace ou un autre, de vous assurer que les configurations permettent justement de filtrer le plus possible pour éviter que les courriels se rendent jusqu'à l'utilisateur. Et si ça se rend jusqu'à l'utilisateur, d'avoir des moyens pour l'aider à se prémunir contre cette situation-là, parce que, bon, bref, on peut pas tout bloquer, mais au moins d'en bloquer suffisamment pour que cette situation-là réduise la probabilité que la personne se fasse toucher par la chose et donc de se faire tromper et de réussir à aller peut-être un peu trop loin dans les accès. Dernière nouvelle de cette session aussi, puis celle-là, je la trouvais très intéressante parce que c'est le chaînage de plusieurs vulnérabilités de bas niveau qui donnent accès à une attaque de haut niveau. Donc, le chaînage se fait. C'est connu depuis quand même un certain temps. J'avais entendu parler au Blue Team Con il y a 2 ou 3 ans. Parler de cet élément-là. Là, on le voit dans le réel avec des attaques réelles qui utilisent justement ce chaînage de plusieurs vulnérabilités de faible intensité qui permettent justement d'arriver à une attaque de haute intensité, d'arriver de pouvoir voler beaucoup d'informations et beaucoup de choses ou de compromettre le système au complet. Donc, de faire attention, c'est sûr que de régler les vulnérabilités à haut niveau rapidement, c'est important. Mais ensuite, il faut quand même continuer à résoudre les vulnérabilités de plus faible niveau, justement de plus faible intensité, parce que ceux-ci peuvent être combinés pour arriver beaucoup plus loin. Il y a peu de façons de pouvoir anticiper ce genre de situation-là de chaînage. Donc, bref, c'est assez difficile. Section suivante, le Blue Team. Je commence avec 3 nouvelles qui sont vraiment spécifiques au courriel. Microsoft annule son plan de changer la limite d'envoi massif à la sortie puisque ça cause des problèmes. Mais en même temps, c'est pas la fin des émissions. Il y a déjà des éléments contraignants pour éviter que un M365 soit utilisé pour envoyer massivement du spam. Il y a d'autres stratégies. Encore là, il y a des éléments qui sont configurables de votre côté dans le fait. Même chose chez Google, il y a des tactiques parce qu'ils veulent éviter et endiguer. Et tant qu'on ne réduira pas le coût d'envoi du courriel du spam, bien, il y a en continuant d'en avoir. Donc, ça fait partie des stratégies qui sont très intéressantes. Mais ceci, il y en a une partie de votre côté, Microsoft ne peut pas appliquer autant, puisque ça crée des problèmes opérationnels très, très importants. L'encryption dans les courriels, l'État de la nation en 2026, article très intéressant qui nous permet justement de constater où on en est et que c'est encore, malgré, puis l'article finit avec un élément pessimiste, très difficile. Il y a peu d'interopérabilité qui existe. C'est très difficile en entreprise. J'essaie de le mettre en œuvre. C'est très difficile d'arriver avec des choses qui fonctionnent parce que c'est encore très lourd. Je parlais du TLS il n'y a pas si longtemps qui est encore très difficile aussi. Donc, c'est des infrastructures qui sont quand même assez fragiles. La crypto, c'est naturellement très fragile. Ça tolère peu le non-fonctionnement. J'avais fait des podcasts très intéressants avec les HSM, des éléments comme ça, justement, qui permettent de mettre à quel point c'est compliqué.
il faudrait qu'on commence à développer des moyens de faire de dégradation qui tolèrent un peu justement pour permettre une augmentation massive de l'usage de la crypto dans les courriels qu'on est capable d'avoir dans les plateformes comme Signal maintenant, qui sont assez faciles. Proton le permet quand même assez bien aussi, mais bon, c'est une exception. C'est un univers qui jusqu'à présent, qui est un peu de son côté, qui n'est pas répandu, puis les autres se basent beaucoup sur GPG pour le faire. Mais encore là, bref, il faudrait trouver des façons qui sont peut-être un peu plus universelles, faciles, et que mes parents puissent l'utiliser sans avoir à faire affaire avec un expert, et que quand que la configuration se désaligne, que les courriels continuent de fonctionner, même si cette configuration-là est désalignée. Bref, c'est assez complexe. Et tout ça n'est pas simple. Et justement, dans le dernier sous-bloc de courriel, ça revient puis c'est un peu comme des éléments du phishing que je parlais dans la section précédente. Les courriels, la protection des courriels devrait être augmentée, d'avoir plusieurs couches, devrait avoir l'éducation, c'est une chose. Faut aussi amener les utilisateurs à avoir de la friction, justement, pour qu'ils cliquent trop rapidement ou trop facilement sur des courriels ou les mettre un élément d'attente ou peu importe de stratégie qui est faite. J'avais discuté avec l'équipe de recherche Drift RH qui, justement, permet de regarder. Il y avait certaines analyses très intéressantes de regarder, comme je savais, que les utilisateurs cliquent plus le soir que le jour, que le matin, où il y a plusieurs stratégies comme ça. Donc, de mettre des mesures en place humaines, mais technologiques aussi pour aider l'utilisateur à se démêler là-dedans, à voir les signes et à prendre des décisions ou limiter la déflagration dans ce contexte-là. Donc, les 3 étapes, là, filtrer à l'entrée, filtrer dans l'intelligence des utilisateurs ou l'augmenter et limiter la déflagration si c'est là. Bon, bref. Dernier point du bleu, Microsoft déploie en février le MFA dans ses différentes consoles. L'obligation dans ces différentes consoles, je trouve ça un peu lent, là, surtout qu'on constate qu'on est rendu presque 6 ans après le confinement, 6 ans après le fait que tout le monde a déployé massivement les outils d'info nuagique pour faire face à l'état du confinement. Et ces éléments-là ne sont pas plus forcés. Et on s'étonne ensuite qu'on a tant de problèmes. Fait que je pense qu'il va falloir. Moi, Microsoft, c'est un peu contre nature parce qu'ils gardent beaucoup d'éléments legacy, ils sont très, très lents à changer parce qu'ils veulent justement pas bousculer leurs clients. Mais je pense qu'il va arriver un moment où il va falloir commencer à bousculer sur des éléments de sécurité comme ceux-là et de ne pas attendre 6 ans plus tard que d'obliger le fait que le MFA est obligatoire dès qu'on a touché une console d'administration. Je pense qu'il n'y a même plus de questions à se poser en 2026, puis ça aurait dû ne pas être. Ça doit être réglé il y a bien, bien longtemps. Donc, bref, section suivante, privacy. Californie. Depuis le 1er janvier, je n'avais pas parlé la semaine dernière parce que je n'avais pas attiré l'attention là-dessus, mais là, j'ai eu des articles beaucoup plus clairs qui en parlent. Depuis le 1er janvier, on a des lois qui permettent aux citoyens, s'ils sont californiens, se faire retirer des data brokers. Fait que c'est une loi très intéressante. Je pense que c'est une des plus féroces à travers le monde. Je pense que quand je mentionne que le RGPD ne réussit pas à atteindre les objectifs, ça fait partie de ces éléments-là. Peut-être de s'inspirer d'amener la réglementation plus loin justement pour être capable de lutter contre ces blocs-là ou ces dark patterns-là qui viennent favoriser le fait que les gens cèdent leurs informations à des data brokers et tous les problèmes inhérents de fuite qui s'en suivent par rapport à ça. Bref, c'est une bonne nouvelle en espérant que ça soit copié ailleurs. Et justement, je parle du RGPD, mais loi 25 au Québec ou la réforme de la loi sur la vie privée au fédéral aussi est une autre opportunité d'arriver plus loin, de peut-être un peu encadrer davantage les data brokers pour limiter les problèmes associés à ce type de choses-là. Article très intéressant sur le fait que les bannières de cookies ne sont pas obligatoires ou ne sont pas tant obligatoires que ça, que se faire harceler par les bannières n'est qu'un sous-produit du fait que les sites utilisent beaucoup de tracking third parties, extérieurs, de marketing, d'utilisateurs de services tiers. Donc, si tous les sites n'utilisaient pas ce marketing-là ou ce suivi-là au mix-plan-là, qu'on a vu qu'il y a eu des fuites assez atroces dans les dernières semaines, n'auraient pas l'obligation d'avoir de bannière sur leur site, puisque si on est des first parties, qu'on est les seuls utilisateurs des informations, on n'a pas besoin de faire cette déclaration-là, comme si on utilise du marketing ou 1 million de partenaires qu'il y a là. Il y a des sites qui c'est 200 ou 250 compagnies tiers qui reçoivent l'information associée aux cookies, notamment. Donc, c'est très intéressant. Une réflexion, mais en même temps,
les cookies, c'est un problème. Là. Ce que le RGPD a amené, ça ajoute une lourdeur parce que de toute façon, les gens s'en foutent un peu puis ils passent à travers. Fait que ça n'atteint pas l'objectif voulu. Il faudrait que ça soit un autre élément. C'est en réflexion. On va voir ce que ça va amener. J'espère qu'on va amener quelque chose qui va être vraiment utile, c'est-à-dire qu'on peut de facto limiter ces bannières-là parce que ça vient harassant à la longue et ça ne sert à rien dans les faits. Parce qu'il y a très peu de gens qui vont prendre le temps de faire ça. Et moi, le premier, parce que quand j'arrive sur un site, c'est pas pour me faire expliquer puis attendre trop longtemps. Puis je veux juste consommer le contenu ou qu'est-ce qui m'a amené à cette place-là. Donc, c'est un peu lourd. Fait que, bref, on va voir. J'ai hâte de voir ce que ça va amener dans le temps. Et bon, de changer ça, il faudrait arriver avec des éléments plus cohérents et qui sont vraiment utiles et qui nous amènent à une meilleure protection de nos renseignements, justement, éviter ça. Puis on revient sur le data broker en Californie. Ça fait aussi partie les 250 machins qui citent Connex. Ben, c'est généralement des data brokers ou des compagnies qui vont revendre à des data brokers. Donc, dans tous les cas, ça l'amène un contexte très intéressant. Fait que changer un peu peut-être la façon de le regarder. Dernier de cette section-là, Corbin a sorti une espèce de grand texte sur Palantir qui donne froid dans le dos. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que fait Palantir, allez le lire. C'est très important parce que ça l'amène un regard où on s'en va dans nos sociétés, à quel point on donne de l'information à des parties, je dirais souveraines, mais de l'État, essentiellement des ministères, des choses. On leur donne beaucoup d'informations qui vont être utilisées avec Palantir, donc puis Palantir va faire d'autres choses avec ces informations-là. Bref, c'est très troublant ce qui est là, puis l'article est très intéressant. Allez le lire. Si vous voulez creuser un peu ce que Palantir fait en dessous et justement ne pas signer des chèques en blanc, justement parce que. Autre section, souveraineté, Cloudflare a sorti une analyse qui vient un peu contredire le fait que l'attaque, la coupure du réseau au Venezuela était coordonnée avec le fait l'enlèvement du président. Ça reprend plus des éléments de configuration BGP qui seraient là, mais encore là, il n'y a pas d'informations claires qui permettent de savoir. Mais comme le gouvernement américain est un peu flou à ce côté-là, j'ai plus tendance à croire que Cloudflare, que c'est juste un élément standard, puis il semblerait qu'en Amérique du Sud, c'est régulier, ce genre de fluctuation-là dans le réseau, dans les tables BGP. Fait que, bref, à prendre avec un grain de sel. La Maison-Blanche se retire de plus de, je pense, 60 organisations mondiales, dont plusieurs en cybersécurité. Le président actuel continue d'isoler les États-Unis de la collaboration internationale. Je n'ai pas d'opinion sur les autres organisations sur lesquelles il se retire, sauf celle dans le cyber. Il est essentiel d'avoir une collaboration internationale pour réussir à faire avancer les choses. Fait que c'est un peu particulier de ce retrait-là. Mais en même temps, sur l'attitude générale de la présente administration, c'est cohérent, mais bon, ça nuit un peu sur l'ensemble. Et ça positionne encore de façon plus étrange les États-Unis étant de plus en plus seuls, donc moins de collaboration. Et ça l'amène aussi, puis on l'a vu partiellement, le Five Eyes commence à ne plus partager d'informations avec les États-Unis et vice-versa aussi, là, par ailleurs. Mais bon, tout ça se change, fait qu'on est dans un changement de paysage assez important. C'est pas positif, notamment contre tout le volet plus hostile de la cyber. Ben, le partage nous permettait d'aller beaucoup plus loin, de nous améliorer. Clairement ici, ben, on perd un joueur important qui contribuait énormément et qui recevait aussi énormément d'informations. Donc, c'est négatif pour tout le monde. La suivante, il y a une compagnie franco-anglaise qui vient vendre au Canada, ou est-ce que vendre l'idée au Canada, le fait d'avoir des satellites de basse orbite pour compétitionner avec Starlink, et ça sur cette base d'un service souverain, surtout pour le volet arctique qui est très mal couvert au niveau Internet, et c'est tout à fait normal. Donc, de nous amener dans cette zone-là, l'article quand même relate qu'il y a une capacité souveraine réelle qui est associée à ce genre de choses-là, ce genre d'opération-là. C'est très intéressant de voir qu'il y a des offres européennes qui permettent d'avoir une souveraineté au niveau de l'accès satellite, Internet par satellite, à une vitesse qui est intéressante, finalement, un peu comme Starlink nous avait amené, comme la compagnie de Bezos aussi amène. Donc, d'arriver dans cette zone-là, puis dans un contexte où on est capable de récupérer ou d'être en meilleur contrôle de cette constellation de
de satellite, c'est une très bonne chose. Fait que c'est d'avoir, je suis très favorable à ces éléments-là. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse se soustraire de l'hégémonie américaine. Clairement, c'est des voisins qui sont hostiles avec nous présentement, malheureusement. Et conséquemment, je pense qu'on est mieux de mettre nos dollars où nos valeurs sont mieux alignées à l'heure actuelle. Clairement, les opérateurs européens. Fait que je trouve ça d'une très bonne œuvre. Je trouve ça très intéressant, cette nouvelle-là. Dernière nouvelle, cette section-là, Bruxelles est en train de regarder le fait d'utiliser le open source pour réduire sa dépendance par rapport aux compagnies américaines. Sont un peu tard dans le party, mais comme bien des gens se réveillent un peu tard dans cet élément-là, donc l'électrochoc du gouvernement américain les ramène à devoir réfléchir, ce qu'ils auraient dû faire depuis très longtemps d'ailleurs. Je trouve ça un peu fascinant, mais bon, bref, parce que certains organes européens qui utilisent l'open source depuis très, très longtemps, qui ont une très belle expertise de ce côté-là. Je ne sais pas à quel point ils retournent dans le code, dans l'open source. Je sais qu'OVH le fait, par exemple, justement l'amélioration de certaines choses qui sont cohérentes par rapport à leurs besoins opérationnels. C'est intéressant de voir aussi que ce serait intéressant de voir que les États commencent de façon générale, pas juste en Europe, l'usage un peu plus agrandi de l'open source et que un retour de code à la communauté. Donc, ça serait intéressant de voir, parce qu'il y a des grands projets de plusieurs centaines de millions de dollars, si on prend au Canada ou au Québec, ou d'euros en Europe, qui sont des développements privés qui ne bénéficient pas, du fait d'accélération de l'usage de l'open source, mais de l'autre aussi de retourner cette information, ce code-là, cette information-là dans le public, donc dans la communauté, de contribution massive par rapport à ça. Fait que bref, pour moi, ça me fascine un peu cet élément-là. Il me semble qu'on aurait atteint suffisamment de maturité pour le faire. Mais bref, voyons voir. Fait que Bruxelles, ou en tout cas, bref, l'Union européenne est en train de regarder de façon beaucoup plus sérieuse un usage massif de l'open source sur l'ensemble de son territoire. C'est très intéressant de voir. Et justement aussi, il y avait certaines analyses dans cet article-là qui sont intéressantes que malgré le financement de travaux plus académiques, le fait de mise en marché n'est pas la même chose. Donc, c'est un peu cette facette-là qui va peut-être être regardée, donc de voir comment tout ça peut se matérialiser. Je trouve ça intéressant. Dernière section d'hiver, j'ai plusieurs blocs de nouvelles différentes de ce côté-ci. Au niveau justice, la France et l'Italie mettent en place ou poussent des fournisseurs, la France étant Google, l'Italie étant Cloudflare, de bloquer des entrées DNS pour contrer des éléments de piratage, si on veut. Autant en France, c'est pour des éléments sportifs qu'en Italie, c'est plus du contenu hostile, si on veut, qui est visé de ce côté-là. L'usage des DNS pour bloquer par des pays, donc je trouve que c'est une approche qui est contestable. Il y a plusieurs analyses techniques qui mettent qu'il y a un danger de faire ce genre de choses-là. Mais en même temps, c'est de voir comment les États essaient de contrôler ou de protéger l'économie, si on veut. Donc, dans le cas, c'est Canal+, encore en France, par exemple. Donc, fait que c'est limiter le piratage. Fait que c'est toutes ces notions-là de protection des droits d'auteur, de choses qui doivent discuter. Il y a des choses légitimes là-dedans. Mais en même temps, si on regarde du côté tout ce qui se passe avec Grok, je trouve qu'il y a pas assez d'emphase sur des choses qui sont beaucoup plus brûlantes que justement de permettre de financer. Et le fait en tout cas, bref, c'est drôle. Puis de point de vue économique aussi, l'usage non autorisé dont ne pas payer les droits vont faire que les droits sont plus chers. Bref, il y a quelques affaires là-dedans. Et l'usage des tribunaux, je ne pense pas qu'il était nécessairement le meilleur, mais je pense qu'un un usage plus législatif d'encadrement mériterait justement pour limiter l'usage du piratage et arrêter de devoir utiliser des méthodes comme celle-là pour atteindre l'objectif et de peut-être avoir des forces de police plus efficaces. Ou en tout cas, bref, je ne sais pas, je trouve ça un peu particulier, mais bon, bref. Dites-moi si vous avez des meilleures idées pour réussir à bien balancer le droit des diffuseurs ou le fait de filtrer des sites et comment on peut arriver à un équilibre qui est cohérent entre les ayants droit et ceux qui contournent la façon ou le fait de payer le juste prix pour accéder au service en question. Mais bref, nouvelle suivante, l'Iran a bloqué l'Internet et a bloqué Starlink aussi. Donc, ça ne va pas bien de ce côté-là. D'un point de vue, je ne me mettrai pas d'opinion sur le régime en place, mais on voit un usage ou un blocage d'Internet pour donner un pouvoir à l'État
limiter la capacité à ses citoyens à faire sortir les images à l'international. Donc, c'est un peu troublant parce que probablement que ça ne se passe pas très bien du point de vue droit des humains là-bas. Donc, tout ça est un peu particulier. On est dans un moment géopolitique un peu tristounet. Bon, pas un peu, beaucoup tristounet là, sur le fait que tout s'en va en fumée. Toutes les belles valeurs dans lesquelles on a grandi dans les 40 dernières années est en train de finalement s'effondrer. Tout ça étant un peu beaucoup triste. Beaucoup, beaucoup. Justement, puis un peu dans la même lignée. Aux États-Unis, on voit une montée de l'usage des hackers qui viennent aider ou qui viennent aider les citoyens ou nuire à ICE. C'est pas sans rappeler Anonymous, il y a plusieurs années, qui était cette espèce de regroupement-là de gens qui luttaient contre ce qui était considéré comme des injustices à ce moment-là. Comme cet élément-là est vécu par les Américains comme des injustices, donc ça amène cette solidarisation des gens et cet usage de moyens technologiques pour lutter contre cet élément-là qui est perçu comme étant une injustice par les citoyens. Donc, ça l'amène ce genre de conflit-là entre la société civile et l'État en place qui sont un peu désalignés sur les valeurs et les objectifs qui les animent. Instagram a fuité 17,5 millions de comptes qui traînaient dans le dark web. Plusieurs personnes ont été sollicitées pour faire un reset de mot de passe. J'ai été sollicité pour avoir un reset de mon mot de passe. Soyez très vigilants, signalez quand c'est pas demandé. Vérifiez que les URL sont les bons. Donc, vous allez vraiment sur le site d'Instagram pour signaler le fait que c'est un faux changement de mot de passe, c'est un changement qui n'est pas autorisé à ce moment-là. Et assurez-vous, j'avais mentionné plus haut, que votre MFA est installé, que tous ces éléments-là sont en place, qui vient lutter efficacement contre ce genre de problème-là, puisque dans ce cas-ci, la demande de mot de passe est arrivée dans une boîte courriel qui est protégée par MFA et qui a bloqué la tentative. Fait que assurez-vous que vous êtes dans une situation qui est similaire par rapport à ce genre de choses-là. Et finalement, dernière nouvelle, et celle-là, c'est plus un clin d'œil, c'est une espèce de recap de 2025 et un regard sur 2026 pour Gentoo Linux. C'est une distro de Linux que j'utilisais. Là, je parlais justement de l'Europe qui regarde le source. Je pense que tout le monde en TI devrait avoir une bonne connaissance avec Linux. J'ai fait ça il y a 25 ans avec Red Hat où je m'étais amusé beaucoup à le tordre dans tous les côtés. Et s'en est suivi justement ensuite l'usage de Gentoo qui a été pendant beaucoup d'années ma distro sur laquelle j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup utilisé, taponné dedans, fait des choses qui étaient un peu bizarres, mais je me suis beaucoup amusé avec cette distro-là. C'est pour ça que le clin d'œil est là. Puis maintenant, je suis plus un paresseux avec Ubuntu où j'ai moins besoin d'avoir cette connaissance ou cette chose-là plus dans le système de recompiler mon kernel, de l'optimiser, tout ça. Je suis plus tellement dans cet univers-là. Mais je l'ai fait et de ces connaissances-là, j'y vis tout le temps maintenant. Et ils sont toujours en moi. Donc, ces gains-là d'apprentissage sont très importants. Fait que si vous voulez explorer une distro compilable, celle de Gentoo est intéressante. Il y a d'autres aussi plus hardcore qui peuvent être utilisés sur lesquels j'ai plus tant d'intérêt à participer maintenant. Mais bon, bref, c'est un clin d'œil que je voulais faire. Ça complète les nouvelles pour aujourd'hui. Un peu plus tristounet, plus d'affaires un peu étranges avec des nouvelles. C'est pas très heureux ce qui se passe en ce début d'année. J'espère que ça va se régler rapidement, qu'on va avoir une année 2026 un peu plus heureuse et bienveillante que ce qui s'aligne présentement. Mais bon, peut-être le début d'année n'est pas garant du restant. Fait que faisons qu'on participons comme citoyens à notre façon pour améliorer l'état de la nation. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine.